Il faut dire aussi que lorsqu'il s'agit de parler de crise pour la Haute République, on a l'embarras du choix. Parce qu'à la crise institutionnelle qui a vu la fin de la royauté et la fin de la royauté et les débuts de la République difficiles, s'ajoute une autre crise sociale, cette fois-ci avec le célèbre conflit patricio-plébéien, et aussi une crise des relations avec les peuples voisins. Et donc au tout début de la Haute République, on a en particulier les Étrusques et les Latins. Or, durant cette même période de crise importante, se déployait aussi une activité religieuse importante en termes de consécration de sanctuaires et d'instauration de cultes. Dans la présente communication, je reviendrai sur deux des nouveaux temples qui ont été consacrés en cette période de crise, à savoir celui des Dioscures d'une part et celui de Cérès, Liber et Libera d'autre part. Je commencerai par donc les Dioscures. La tradition nous raconte que dans les premières années de la République, le roi Tarquin, récemment chassé de son trône, s'était réfugié dans une cité latine, Tusculum, qui était aussi la cité de son gendre, Ottavius Mamilius, et avide de retrouver son pouvoir perdu, Tarquin parvint même à provoquer la coalition des Latins contre Rome. L'affrontement décisif eut lieu non loin du lac Régie, mais la victoire ne fut pas aisée à remporter pour les Romains. En plein cœur de la bataille, en effet, le général romain, donc le dictateur Aulus Postumius, aurait promis, en cas de victoire, de consacrer un temple à Castor et Pollux, qui, selon la légende, serait intervenu aux côtés des Romains et aurait annoncé eux-mêmes la nouvelle du succès à Rome. Donc ce récit est assurément destiné à glorifier la victoire écrasante de Rome, qui avait le soutien des dieux, preuve incontestable que la cause qu'il défendait était juste, tandis que les Latins ne faisait que servir les intérêts d'un tyran, le roi déchu Tarquin le Superbe, qui tentait par tous les moyens d'abolir la liberté gagnée par les Romains. Et l'édification de la Aedes Castorum célébrerait donc, si l'on suit la tradition, la gloire de Rome et la défaite écrasante des Latins. Il n'est toutefois pas douteux que la légende de l'intervention des Dioscures fut élaborée plus tardivement à des fins étiologiques évidentes. Il s'agissait en effet de justifier pourquoi c'était à Castor et Pollux que l'on avait dédié un temple à cette occasion. Pour renforcer encore un peu plus cette justification, le récit a même attribué un rôle exemplaire aux cavaliers, un rôle décisif aux cavaliers, dont la divinité protectrice traditionnelle est précisément Castor. Étant donné que les justifications invoquées relèvent sans conteste de la légende et de la réélaboration a posteriori, il faut trouver ailleurs les raisons véritables de la consécration du temple de Castor et Pollux. Et dans cette quête, on se contente généralement de considérer que dans la mesure où les Dioscures étaient des divinités particulièrement vénérées à Tusculum, sur le territoire de laquelle eut lieu la bataille du lac Régie, leur arrivée à Rome signifierait en quelque sorte une récupération par cette dernière, donc par Rome, de divinités principalement honorées dans le Latium, afin d'augmenter donc son contrôle et son emprise sur les Latins. Je me demande toutefois si le rapport entre Romains et Latins en ce début du 5e siècle, à l'issue du conflit qui les a opposés, était vraiment si inégal. Sans pour autant remettre en cause la prépondérance de la cité de Romulus et la puissance supérieure de celle-ci par rapport à n'importe quelle autre cité latine considérée individuellement, plusieurs indices tentent toutefois à montrer qu'elle a quand même dû composer avec ses voisins et anciens adversaires. Ainsi, loin de soumettre les Latins, que ce soit sous la forme d'absorption ou de mise au pas, comme elle le fera en 338 avant Jésus-Christ, donc à l'abolition de la Ligue latine, Rome opte pour une réconciliation selon les termes suivants. Donc voici l'extrait de Tite-Live que je lis avec vous. La gratitude des pairs fut telle qu'ils relâchèrent 6000 prisonniers latins et qu'ils confièrent aux nouveaux magistrats le projet d'alliance qui avait été proche d'un refus définitif. Assurément, les Latins se réjouirent alors de ce fait. Les partisans de la paix connurent une gloire immense. Ils envoyèrent au Capitole une couronne d'or en offrande à Jupiter. Donc j'insiste sur la couronne d'or, ça va revenir plus tard. Avec les légats chargés de l'offrande vint la grande foule des captifs qui avaient été rendus aux leurs. Ils se répandirent à l'endroit aux demeures de ceux auprès desquels chacun s'était dévoué. Ils les remercièrent chaleureusement de les avoir bien traités et soignés dans leur malheur. Ensuite, ils lièrent des liens d'hospitalité. Jamais, à un autre moment auparavant, les peuples latins ne furent plus unis au pouvoir romain, aussi bien dans les relations publiques que privées. Donc, derrière l'évidente réinterprétation des événements à la gloire de l'Ourps, dont la magnanimité est louée de manière insistante, on perçoit très bien que Rome a dû négocier et faire des concessions importantes.
Ainsi, les prisonniers furent libérés, une offrande significative fut volontairement faite à Jupiter pour sceller l'accord de réconciliation. Donc c'est la couronne d'or, et les Latins n'auraient certainement pas fait une telle chose de leur plein gré si les conditions leur avaient été imposées par la force, et l'ont mis en place les bases d'un traité commun, le Foedus Cassianum, qui était, et ça c'est important de le souligner, un Foedus Aequum plaçant les signataires sur un pied d'égalité, du moins en théorie. Donc, dans ces conditions, il me semble que la fondation du temple des Dioscures ne peut pas avoir été un acte de suprématie similaire à celui que fut dans la deuxième moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ l'installation sur l'Aventin du sanctuaire fédéral de Diane. En effet, l'installation du sanctuaire de Diane visait très probablement à déplacer vers Rome le centre du pouvoir dans le Latium. Or, au lendemain des événements du lac Régis, un tel acte serait entré en contradiction avec la tournure que prenait alors la politique fédérale des Latins. C'est donc selon moi une logique différente qui a présidé à l'importation des Dioscures, et cette différence de logique se marque de manière assez évidente dans le choix de l'emplacement du temple. Celui de Diane fut en effet érigé sur la colline de l'Aventin, autrement dit en dehors du Pomerium. Son installation en un lieu à la fois hors de la limite sacrée de Rome, mais suffisamment proche d'elle pour pouvoir en contrôler le culte, s'explique très bien dans la mesure où Diane était considérée comme une divinité à la fois étrangère à la cité, je suis importé d'Aricie, et commune à tous les Latins. L'Aedes Castoris, en revanche, fut implanté en plein cœur de la cité, juste à côté de la Regia et de l'antique temple de Vesta. Les Dioscures ont donc été immédiatement adoptés comme des divinités propres à la cité. Et à ce stade de la réflexion, il me semble qu'on peut soutenir que les consécrations des sanctuaires de Diane et de Castor ne relèvent pas de la même logique, et que l'on peut insister sur la nécessité de prendre en compte plus sérieusement qu'on l'a fait jusqu'à présent, le fait que l'Aedes Castoris ait été édifié à l'intérieur du Pomerium. Et ceci fait, toute la difficulté réside maintenant dans l'identification de la logique alternative qui a présidé à l'installation du temple des Dioscures. Commençons par constater qu'il ne fait aucun doute que les jumeaux divins ont été empruntés au latin. En effet, avant leur arrivée à Rome, les Dioscures étaient déjà présents partout dans le Latium. Donc, leur présence est sûrement attestée à Ardea, Cora, Praeneste, et surtout aussi à Tusculum et à Lavinium. Comme le suggère donc, cette inscription déjà célèbre, que l'on cite généralement aussi pour souligner l'influence grecque dès le VIe siècle, avec cette dédicace en latin archaïque à Castor et Pollux, Kourois, donc c'est ça qui fait le lien avec l'influence grecque. Donc on a enlevé simplement la première partie d'Ios et la filiation avec Zeus, mais ça j'y reviens pas. Donc Rome est donc l'une des dernières cités latines à avoir adopté un culte qui était déjà largement répandu dans la région, et elle le fit à l'occasion de la réconciliation qui suivit la bataille du lac Régis. Et à la lumière donc, de tout ce que j'ai évoqué, il me semble qu'on peut ainsi émettre l'hypothèse que l'Aedes Castoris aurait été érigée pour symboliser un retour à l'entente et à la concorde entre tous les Latins. Donc, les Dioscures auraient donc symbolisé donc, la fédération des Latins, mais d'une manière différente de Diane. En effet, alors que le culte de Diane est donc alors que Diane était une divinité honorée en commun par les Latins dans un seul sanctuaire situé en dehors du Pomerium de la cité qui l'accueille, les Dioscures auraient été des divinités partagées par tous, mais honorées indépendamment dans chaque cité. Et la différence entre les deux logiques est ici clairement perceptible, et celle-ci, donc ces deux logiques, loin d'être incompatibles, me semblent au contraire complémentaires. L'on peut dès lors se demander pourquoi les Dioscures ont été amenés à jouer un rôle fédérateur si important et si particulier à la fois au niveau du Latium tout entier. Il est difficile de ne pas songer à une hypothèse qui est déjà ancienne, mais qui a été reprise et réaffirmée par Andreas Alfoldi, qui d'une part considérait comme acquis l'assimilation des Dioscures aux Penates Publici, et d'autre part identifier ces Penates Publici aux Penates du Nomen Latinum dans son ensemble. Sans pour autant souscrire à toutes les thèses avancées par Alfoldi, je me demande si cette hypothèse en particulier n'aurait pas, moyennant quelques ajustements, une certaine validité. Arrêtons-nous tout d'abord sur la première partie de l'équation, à savoir l'assimilation des pénates publics aux Dioscures. Le débat à ce sujet est ancien et il dépasse largement le cadre des seules considérations d'Alfoldi.
Mon intention n'est pas ici de réexaminer les nombreux arguments débattus, je me contenterai simplement de rappeler que donc, la théorie de l'assimilation repose sur un certain nombre de rapprochements iconographiques. Ainsi, par exemple, selon Denis d'Halicarnasse, dans le sanctuaire de la Velia, donc érigé plus tardivement au IIIe siècle, des statues représentaient les penates publici comme deux jeunes hommes assis tenant la lance, ce qui est l'image représentative des Dioscures. Et de même, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, et donc juste avant la guerre sociale, des monnaies furent aussi frappées avec au droit à l'inscription donc dit penates publici et les têtes couronnées de laurier, et au revers donc deux jeunes hommes aussi tenant la lance, type qu'on peut aussi rapprocher des jumeaux divins. Les pénates publics ont donc développé une iconographie très similaire à celle des Dioscures, ce qui témoigne au moins d'une tentative de rapprochement. Toutefois, comme l'a souligné Georges Dumézil, un tel rapprochement iconographique n'implique pas nécessairement que les pénates publics sont les Dioscures. Et de fait, donc, les deux séries de divinités ont finalement gardé leur identité propre et l'assimilation n'a jamais été complète. Notamment sur la monnaie, on voit que les types sont rapprochés mais pas confondus. Finalement, donc, cette ambiguïté et cette confusion me font l'effet d'une sorte d'hellénisation manquée. Donc plutôt que de prendre une position exclusive sur la question de l'assimilation pénate-dioscure, donc soit pour, soit contre, je préfère constater qu'il y a eu tentative d'hellénisation des pénates publici via un rapprochement avec Castor et Pollux, et un rapprochement probablement favorisé par le fait que dans les deux cas, les divinités étaient parfois considérées comme allant par pair, et là il y a une autre confusion qui rentre en ligne de compte avec pénate-lar, mais ça j'entre pas dans le problème. Donc, mais que cette tentative d'assimilation, de déhellénisation finit par échouer, tout en laissant néanmoins des traces, notamment dans l'iconographie, puisque les pénates ont continué à emprunter certaines de leurs représentations figurées aux Dioscures, et ce même après cet échec d'hellénisation. Donc, cela signifie que s'il est clair qu'au IIIe siècle, donc à la date du temple de Velia, les Dioscures étaient honorés pour eux-mêmes sur le forum, il n'en allait pas nécessairement de même au tout début du Ve siècle, il me semble. Au contraire, à cette époque, à travers les Dioscures, c'est vraisemblablement aux pénates que les latins rendaient un culte. Et cela expliquerait pourquoi à Rome, le temple de Castor et Pollux fut édifié en plein cœur du centre religieux, à côté du sanctuaire de Vesta, déesse du foyer, et non pas à l'extérieur du pomerium. Toutefois, il y a une objection qui demeure encore. Pourquoi les Romains auraient-ils élevé un temple aux pénates sur le forum, alors que ces divinités étaient déjà honorées au sein du temple voisin de Vesta, où se trouvait en toute logique le foyer de la cité? Et c'est là que l'intuition d'Alpheldis se révèle particulièrement intéressante, parce que les pénates dioscures n'auraient pas été les divinités protectrices de la seule cité, mais plutôt celles du domaine latinum tout entier. Et cette solution est d'autant plus plausible qu'elle pourrait s'insérer très bien à la suite de la thèse que je défendais un peu plus tôt, à savoir que c'est dans l'intention de marquer un retour à la concorde entre latins, après la bataille du lac Régis, que le temple des Dioscures aurait été édifié. Et il y a peut-être aussi un autre argument, si je reviens à la monnaie. Donc il y a aussi donc, une truie qui est représentée avec les Dioscures. Or la truie les 30 petits, est le symbole de la Ligue latine. Donc il y a des rapprochements comme ça qui sont vraiment très forts. Donc finalement, quelle que soit l'hypothèse que l'on propose pour expliquer le contexte et la raison réelle de la fondation de l'Aedes Castorum à Rome, il est une chose certaine, à savoir que les événements de ces premières années du Ve siècle furent profondément réécrits et réinterprétés, avec comme conséquence très probablement intentionnelle au départ la dissimulation du rôle réellement joué par les latins. Voilà pour ces quelques réflexions sur les Dioscures. Je passerai maintenant au deuxième temple que j'avais l'intention d'évoquer, à savoir celui de Cérès, Liber et Libera. Et c'est en lien avec le précédent, parce que la bataille du lac Régis est aussi étroitement liée à la genèse de ce temple. Je ne m'étendrai pas ici donc, sur l'association en triade de ces divinités, pour me concentrer plutôt sur le contexte de fondation du temple. Or, donc, à ce propos, Tite-Live ne dit mot, et ce silence est peut-être éloquent. L'indice d'un événement sur lequel il valait mieux ne pas trop disserter et qui était mieux dans l'ombre qu'en pleine lumière. Et ce silence est d'autant plus significatif que Denis d'Halicarnasse, quant à lui, est plus prolixe, au point de nous livrer deux versions de l'histoire de la genèse de ce sanctuaire. Voici la première,
que je lis avec vous. Donc Postumius, donc le dictateur, lors de la bataille, préleva la dîme du butin. Il consacra 40 talents à faire célébrer des jeux et des sacrifices pour les dieux, et afferma, selon son vœu, la construction du temple de Déméter, Dionysos et Corée. De fait, au début de la campagne, l'insuffisance des approvisionnements de l'armée avait donné fort à craindre aux Romains qu'ils ne manquent complètement. La terre était stérile et les importations de vivres n'étaient plus convoyées à cause de la guerre. Cette peur est la raison pour laquelle Postumus ordonna aux gardiens des livres sibyllins de s'y reporter. Lorsqu'il sut de quel dieu les oracles prescrivaient de s'attirer les faveurs, il leur adressa des vœux au moment d'emmener l'armée en expédition. Si la récolte de l'année était pour la ville aussi bonne sous sa propre magistrature qu'auparavant, il leur érigerait des temples et instituerait pour eux des sacrifices annuels. Les dieux l'exaucèrent et firent en sorte que la terre produise en abondance. La terre ensemencée, mais aussi la terre plantée d'arbres, et que toutes les importations de vivres affluent davantage qu'auparavant. Voyant cela, Postumius fit voter la construction de ces temples. Et contrairement alors à ce qu'il avait fait avec les Dioscures, le dictateur Postumus ne se contente pas de promettre un temple à Cérès. Il consacre même une partie du butin, issu de la bataille contre les Latins, pour en financer la construction. Le lien avec les événements du lac Régie apparaît encore une fois de manière évidente, ce qui n'a pas empêché la tradition d'essayer de trouver une explication alternative en développant une histoire de famine et de retour providentiel à l'abondance grâce à l'intervention de la divinité. L'on s'accorde avec raison pour dire que donc, cette histoire de famine est une légende de type étiologique, développée plus tardivement, suivant le même principe que celle qui justifiait la construction du temple des Dioscures en raison de l'intervention miraculeuse de ces dieux lors de la bataille. Un peu plus loin, donc, Denis d'Halicarnasse, qui avait manifestement changé de source, nous fournit un second témoignage que je lis avec vous. Cassius, donc Spurius Cassius, le fameux personnage qui est associé au Foedus Cassianum, l'autre consul qui avait été laissé à Rome, dédicaça pendant ce temps le temple de Déméter, Dionysos et Corée, qui se trouve à l'extrémité du Circus Maximus, juste au-dessus des Carcérès. En effet, le dictateur Aulus Postumius avait fait le vœu, au nom de la cité, de le consacrer aux dieux à l'époque où il devait combattre l'armée des Latins. Or, le Sénat, après la victoire, avait décrété qu'il serait entièrement construit avec l'argent du butin, et c'est à ce moment que les travaux avaient pris fin. Donc ici, il n'est plus du tout question de la pseudo-histoire de famine, qui aurait, de l'histoire de la pseudo-famine, pardon, qui aurait justifié la construction du temple de Cérès. En revanche, le lien avec les Latins est confirmé. Et cette fois-ci, c'est même le Sénat qui aurait très officiellement décrété que l'on consacra le butin à l'édification du sanctuaire. Cependant, étant donné que l'introduction de Cérès à Rome s'est produite dans les mêmes circonstances que pour les Dioscures, donc autrement dit dans un contexte de réconciliation, d'élaboration d'une ligue fédérale régie par un foedus aequum, j'ai du mal à croire que c'est vraiment avec le butin de la bataille que la construction fut financée. Les Latins, donc de la même manière qu'ils ont contribué tous ensemble à l'offrande de la couronne d'or à Jupiter Capitolin, donc rappelez-vous, couronne d'or pour fêter le retour de la concorde entre eux, ont très bien pu financer tous ensemble, et avec le concours de Rome, l'édification du temple de Cérès. Et la notion de butin aurait alors résulté d'un glissement interprétatif opéré plus tardivement, afin de démontrer la supériorité incontestable de Rome sur ses voisins, et ce, dès l'origine. Donc si l'on admet que la construction du temple s'insérait dans le contexte général de réconciliation, l'on comprendrait beaucoup mieux que ce fut à la suite des événements du lac Régie que le culte de Cérès fut introduit. Et la triade agraire, dont il reconnut qu'elle provient de l'Avinium aussi, aurait alors été l'objet d'un autre culte fédéral commun, ce qui expliquerait aussi la localisation du temple en dehors du Pomerium, au pied de l'Aventin. L'on peut toutefois se demander pourquoi les Latins auraient ainsi accepté d'installer un autre culte fédéral sur le territoire de Rome, reconnaissant ainsi une certaine prééminence de celle-ci. Donc, outre le fait que les deux logiques identifiées précédemment ne sont pas incompatibles, il me semble que la réponse à cette question pourrait se trouver aussi dans les changements de pouvoir qui troublèrent la région à la même époque. En effet, il ressort de l'examen de la tradition que les Étrusques ont perdu le pouvoir politique à Rome au profit des Latins après le règne de Porséna. Donc si on admet que Porséna ait bien régné à Rome, et qu'ils l'ont ensuite perdu dans une bonne partie du Latium après la bataille du lac Régie, ce qui transparaît dans l'exil définitif de Tarquin Acum alors qu'il s'était installé à Tusculum jusque-là.
On aurait donc procédé à l'installation de la Cérès Lavinate dans une intention similaire à celle qui présida à l'introduction des Dioscures, à savoir marquer le retour au pouvoir de populations latines à Rome et dans au moins une bonne partie du Latium. Et comme Rome était à l'origine du mouvement, c'est assez naturellement qu'elle s'est imposée comme le centre du nouvel ensemble latin. Et d'ailleurs que l'on ait fait appel pour décorer le nouveau temple de Cérès à 2 artistes grecs, et leurs noms ont même été conservés, il s'agit de Damophilos et Gorgazos, et donc ça c'est très probablement à comprendre dans le même sens, à savoir comme une volonté de marquer une résistance à l'influence étrusque. Donc une fois encore, quelle que soit l'interprétation que l'on retient, force est de constater que la tradition s'est efforcée de minimiser, voire de dissimuler autant que possible l'implication des Latins dans la fondation du temple de Cérès. Tite-Live va tout simplement passer sous silence cet épisode, et si nous n'avions pas Denis d'Halicarnasse, nous n'en aurions rien su. Une fois passée d'ailleurs l'histoire du sanctuaire, de la jeunesse du sanctuaire, nous n'entendrons plus parler du tout des Latins. En revanche, la triade agraire et son temple seront très tôt et très vite associés à une autre crise, sociale cette fois-ci, qui, selon la tradition, vit s'opposer patriciens et plébéiens en un long conflit intermittent qui secoua Rome tout au long de la période républicaine. La tradition ne dissimule pas que l'Aedes Caereris fut un centre de l'activité plébéienne, en quelque sorte la capitale de l'État dans l'État, pour reprendre l'expression consacrée. Ce sont en effet les édiles plébéiens qui géraient le sanctuaire, tandis que les tribuns de la plèbe étaient placés sous la protection de Cérès, et toute personne violant cette protection devait s'acquitter d'une amende à cette même divinité. Finalement, le temple de Cérès fut érigé au pied de l'Aventin, considéré comme la colline à vocation plébéienne par excellence, où se serait cristallisée la crise patricio-plébéienne lorsque la plèbe y fit sécession. Il convient toutefois de préciser que les plébéiens ne sont pas les seuls à avoir une relation particulière avec l'Aventin. Cette colline fut aussi le lieu de référence pour les Latins sur le territoire romain. C'est en effet là que s'installèrent, selon la tradition, un certain nombre de Latins sur ordre du roi Ancus Marcus qui les avait battus. C'est aussi sur l'Aventin que fut érigé le sanctuaire fédéral de Diane, et l'on alla même jusqu'à justifier l'étymologie du nom de la colline par l'arrivée des Latins venus honorer Diane, et donc c'est le fameux rapprochement ad Ventus, arrivé, et à Ventinus pour la colline, donc on trouve chez Varron. Alors l'explication est évidemment fallacieuse, mais elle est néanmoins révélatrice de l'importance du phénomène et de la présence latine en ce lieu. Enfin, l'Aventin fut encore une fois choisi pour accueillir le temple de Cérès à la suite de la bataille de la Crégie, dans un contexte de réconciliation et de négociation en vue de la conclusion du Foedus Cassianum. La tradition présente ainsi au tournant des 6e et 5e siècles 2 situations conflictuelles, 2 crises. La première, qu'on pourrait qualifier d'extérieure, mais aux prises des forces issues de différentes cités du Latium, avec des objectifs très variables, dont le caractère parfois contradictoire est dû à l'instabilité politique affectant la région à ce moment. La seconde crise, que l'on qualifiera d'interne, voit s'affronter les patriciens et les plébéiens au sein même de Rome. Et il est assez intéressant de constater que ces 2 mouvements conflictuels se disputent finalement la colline de l'Aventin sans jamais vraiment se rencontrer. L'exemple le plus flagrant de cette situation étrange concerne le temple de Cérès, qui fut fondé dans un contexte de conflit avec les Latins, mais qui devint très vite le quartier général des plébéiens dans leur lutte contre les patriciens. La tradition semble ainsi s'être efforcée de séparer les 2 crises en minimisant la première, donc la crise extérieure contre les Latins, tout en amplifiant la seconde, donc la crise intérieure, patricio-plébéienne. Et l'interprétation que l'on donne finalement à ces 2 récits, à ces 2 situations conflictuelles, dépend très fortement des rares récits qui nous sont parvenus et qui, il ne faut pas l'oublier, usent sans modération de nombreux schémas narratifs stéréotypés. Et donc, dans ces conditions, il ne serait pas absurde d'envisager que le thème du conflit patricio-plébéien ait pu être employé comme un schéma narratif pour réinterpréter et dissimuler certains événements qui le relevaient à l'origine du conflit entre Latins et Romains. Cela permettrait d'expliquer pourquoi les Latins, qui ne sont pas étrangers à la fondation du temple de Cérès, disparaissent par la suite complètement de l'histoire de ce sanctuaire, tandis que les plébéiens décident aussitôt d'en faire le centre de leur activité revendicatrice. En outre, le fait que ce soit Spurius Cassius qui ait effectué la dédicace du temple lors de son consulat en 494, tend à renforcer l'hypothèse proposée. En effet, cette dédicace eut lieu en même temps que fut conclu le Foedus Cassianum, et il est difficile de croire à une simple coïncidence.
L'on s'accorde généralement à dire que ce n'est pas non plus un hasard si c'est ce même Spurius Cassius qui, un peu plus tard, en 486, proposa la première loi agraire de l'histoire de Rome. Et l'on souligne le lien évident entre une loi de cette nature et la déesse des moissons. En revanche, ce qu'on a tendance à oublier et que je souhaiterais rappeler ici, c'est que Spurius Cassius n'avait pas l'intention de distribuer les terres récemment conquises à la plèbe seule, mais à la plèbe romaine et aux latins à part égale. Et donc là je lis avec vous l'extrait de Tite-Live correspondant. Un traité fut conclu avec les Herniques, donc après la guerre. Les 2/3 de leur territoire furent enlevés. De là, le consul Cassius avait l'intention de le diviser, la moitié pour les latins, la moitié pour la plèbe. Il ajouta à ce cadeau une certaine quantité de terre que l'on considérait comme étant indûment possédée par des particuliers alors qu'elle était publique. Donc là, on voit bien le rajout pour glisser vers la crise interne patricio-plébéienne. C'est alors que la loi agraire fut promulguée pour la toute première fois. La réapparition des latins dans ce contexte peut paraître surprenante, d'autant plus que la Lex Cassia Agraria est la seule loi agraire qui intègre ces derniers comme bénéficiaires potentiels. Et cette bizarrerie de nos sources confirme en tout cas qu'ils sont liés, donc les latins sont liés de manière beaucoup plus étroite que le conseil de la tradition, aussi bien à Cérès et à son temple qu'à Spurius Cassius et à sa loi agraire. Et cette confusion du récit me semble aussi conforter mon hypothèse dans la mesure où il apparaît de manière assez claire que l'implication des latins a été minimisée et marginalisée, tandis que le conflit patricio-plébéien a été narrativement amplifié, notamment via l'application du schéma de l'aspirant à la tyrannie à Spurius Cassius. Et la raison profonde, véritable et historique de la présence des latins parmi les bénéficiaires de la loi agraire a ainsi été effacée, pour être remplacé par une simple intention démagogique d'un Spurius Cassius qui a perdu la raison et tente par tous les moyens, y compris les plus vils, de s'attirer un soutien dans sa quête du pouvoir tyrannique. Donc, au terme de cette étude, il apparaît que la crise qui ébranla les relations romano-latines à l'aube du 5e siècle avant Jésus-Christ fut beaucoup plus profonde que ne l'admet la tradition. Et la résolution de cette crise se traduisit dans le domaine religieux par la fondation de plusieurs temples. Et c'est pour consacrer le retour à l'entente et à la concorde que l'on procéda à l'introduction de cultes nouveaux, parmi lesquels ceux des Dioscures, donc à travers lesquels les latins du début du 5e siècle auraient donc en réalité honoré les pénates communs à leur nomen tout entier, et un autre culte aussi introduit, celui de Cérès, Liber et Libera. Mais il apparaît aussi que cette crise mettait mal à l'aise les Romains des siècles suivants et que ceux-ci se sont efforcés de la minimiser en amplifiant une autre crise, sociale celle-là, le conflit patricio-plébéien, qui a fini par prendre au sein de nos sources des proportions considérables au point d'occulter tout le reste. Et être conscient de cet état des choses permettrait, à mon avis, de mieux comprendre l'histoire religieuse de la Haute République romaine, mais aussi l'histoire de cette période dans son ensemble. Je vous remercie.